The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. The Council wants you to report on all the Chancellor's dealings. That's treason. We are at war, Anakin. Very dangerous putting them together. I don't think the boy can handle it. I don't trust him. I need your help, son. I'm appointing you to be my personal representative on the Jedi Council. You are on this council, but we do not grant you the rank of master. What? Obi-Wan and the Council don't trust me. Learn to know the dark side of the Force, and you achieve a power greater than any Jedi. You are under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? Every single Jedi is now an enemy of the Republic. Do what must be done. Do not hesitate. Show no mercy. Who could have done this? Twisted by the dark side, young Skywalker has become. I feel so helpless. You were the chosen one! Alors on attaque dans le dur, et si la trilogie originale a peu de défauts, la prélogie on en a un peu plus. Mais cela n'entachera jamais avec ce qui a été fait avant. En effet, certaines règles vont y être transposées avec la force, que ce soit la règle des deux, l'entraînement des Jedi qui est long et périlleux, les pouvoirs qu'on apprend au fur et à mesure, et bien évidemment le but est de raccorder correctement cette prélogie à la trilogie originale. Star Wars épisode 1, la menace fantôme 1999. Avant de devenir un célèbre chevalier Jedi, et bien avant de se révéler l'âme la plus noire de la galaxie, Anakin Skywalker est un jeune esclave sur la planète Tatooine. La force est déjà puissante en lui et il est remarquable pilote de pod racer. Le maître Jedi Qui-Gon Jinn le découvre et entrevoit alors son immense potentiel. J'aime cet épisode, vous pouvez m'insulter et compagnie, d'ailleurs l'espace commentaire est réservé pour ça, mais il fait partie des meilleurs épisodes. Bien qu'il soit réalisé par George Lucas, c'est beaucoup plus dynamique, il semble s'être amélioré avec le temps, il essaye de révolutionner à l'époque les effets visuels qui ont malheureusement mal vieilli avec le temps, mais c'était assez fou. On dira peut-être ça de l'ascension Skywalker 10 ans plus tard avec par exemple le morphing de Leia. Bref, l'univers se développe beaucoup plus et nous avons enfin une dimension politique, ce qui paraît logique si on raconte la chute de la République pour accorder à l'épisode 4 qui devient officiellement une dictature. Et les combats au sabre laser avec une musique dantesque, la course de pod qui est d'une classe incroyable et le conseil des Jedi que nous avions rêvé de voir depuis tellement longtemps. Malheureusement, ce n'est pas sans défaut et on commence à avoir les premiers éléments qui ne vont pas et ce qui est trop hasardeux dans le scénario. Je vous arrête tout de suite, le problème ne vient ni des midi-chloriens, ni de Jar Jar Binks, car oui, ce sont deux éléments les plus décriés, mais en vérité, le personnage de Jar Jar nous est déjà présenté comme stupide, donc qu'il fasse des choses stupides, c'est un peu sa fonction, et pour les midi-chloriens, sont expliqués dans leur fonction et leur appartenance à la force, cela reste toujours quelque chose de mystique finalement. Non, ce qui ne va pas par exemple, c'est la politique menée par l'ancienne République. Je veux dire, quelqu'un a compris quelque chose en son fonctionnement? On a quand même la reine Padmé Amidala, qui est très jeune au passage, qui destitue carrément le chancelier Valorum en un vote. Quelqu'un a compris pourquoi la Fédération du Commerce utilise des méthodes extrêmes, à savoir quand même torturer toute une planète
pour un simple traité commercial? Je veux dire, ça manque un peu de substance. Je pense qu'on aurait pu approfondir sur ce point. Par exemple, en faire une critique du capitalisme qui aurait été plus cohérent et intelligent. De même que vous avez cette république qui demande une commission d'enquête pour vérifier ce que dit Amidala est vrai. Pourtant, le Conseil Jedi et le chancelier Valorum ont envoyé 2 de ces chevaliers Jedi pour vérifier tout ça. Mais bon, on s'en fout visiblement. Du coup, même si on a une dimension politique dans cet épisode, c'est malheureusement raté. Bon, j'accorderai quelque chose de positif sur la politique. Palpatine semble être lui plus intelligent que tout le monde, tout en manipulant Padmé sur le fait que cette ancienne république est défaillante au possible et surtout corrompue, ce qui permet à Palpatine d'être élu. Le jeu des acteurs semble aussi aux abonnés absents. Malheureusement, cela vient du metteur en scène qui ne sait pas diriger ses acteurs et semble réciter leurs textes. 3 ans plus tard, l'attaque des clones ne corrigera malheureusement pas ses défauts du réalisateur. Star Wars épisode 2, l'attaque des clones 2002. Depuis le blocus de la planète Naboo par la Fédération du Commerce, la République gouvernée par le chancelier Palpatine connaît une véritable crise. Un groupe de dissidents mené par le sombre Jedi le comte Dooku manifeste son mécontentement envers le fonctionnement du régime. Le Sénat et la population intergalactique se montrent pour leur part inquiets face à l'émergence d'une telle menace. Cette fois-ci, la politique est beaucoup mieux gérée dans cette histoire. On ne parle plus de la Fédération du Commerce, mais qui deviennent des séparatistes et qui ne croient plus en cette république. Un peu à l'image de nos extrêmes chez nous. Le double jeu de Palpatine se dessine et on se rend compte à quel point son plan pour faire un empire demande de la patience et assez de calcul pour en arriver là. Le fait d'avoir des clones comme armée, avoir de plus en plus de pouvoir de façon exceptionnelle en temps de guerre, et puis le début de la guerre noire évoqué dans l'épisode 4. Bref, le complot politique est beaucoup mieux écrit et rattrape les défauts de l'épisode 1. J'adore aussi le design de Kamino, Geonosis, les nouvelles planètes, et la course-poursuite sur Coruscant, même si elle a vieilli aujourd'hui. On sent clairement aussi le basculement progressif d'Anakin vers le côté obscur. Sa mère meurt et cette scène est une des plus fortes du personnage d'Anakin dans cet épisode et même dans la mise en scène où son ombre dessine son casque, futur casque de Dark Vador. Mon Dieu que c'est beau, comme si son amour le faisait sombrer progressivement. Ce qui ne va pas, et c'est encore la direction d'acteur, mais aussi l'écriture de la romance. George Lucas ne sait pas écrire une histoire d'amour et ça se sent. D'ailleurs, on a presque le même défaut dans l'épisode 4 et corrigé par le 5 sur un réalisateur qui sait comment diriger et écrire. Je précise que la direction d'acteur ne concerne que Natalie Portman et Hayden Christensen, tous les deux à la base de bons acteurs qui ont fait leurs preuves bien avant. Oui, même Hayden Christensen qui a joué par exemple dans La Maison sur l'Océan, où il jouait très bien. La direction d'acteur s'améliore pour les autres personnages par contre. Autre élément qui ne va pas, c'est l'ambition et la fonction des Jedi à ne pas savoir ce qu'il y a sous leur nez. Je veux bien que le côté obscur trouble tout, mais c'est un peu fort de café tout de même. En effet, une grande armée commandée dans le dos de la République paraît étonnant, surtout en temps de guerre. Il est normal de se méfier, mais les Jedi restent impassibles devant une telle menace. De plus, ils savent que le côté obscur émane du chancelier, mais ne font rien avant l'épisode 3, ce qui paraît vraiment étonnant pour ne pas pousser l'enquête plus loin. Ça paraît quelque peu trop facile, attention, tout peut s'expliquer car il ne faut pas juger avant d'être sûr pour un Jedi, mais bon, c'est un peu cousu de fil blanc. Cela dit, cela entraîne aussi un point qui semble normal, ce sont des défauts sans en être, mais on les fait passer pour des personnes un peu stupides quelque part. Les Jedi semblent malheureusement trop fermés dans cette prélogie, ce qui fera aussi leur perte. D'ailleurs, ils semblent même aussi absolus que les Sith, leur philosophie semble vraiment trop catégorique, et ce même avec Anakin. C'est pour ça que pour ma part, Anakin ne bascule pas d'un coup d'un seul dans le côté obscur dans l'épisode 3, bien au contraire, il y va par étapes, et je suis désolé de le dire, mais les Jedi ont aussi contribué au basculement étant trop fermés. D'ailleurs, ce sera aussi un argument pour Palpatine. En 2005 sort mon épisode préféré de la saga, à savoir la revanche des Sith. La guerre des clones fait rage, une franche hostilité oppose désormais le chancelier Palpatine au conseil des Jedi. Anakin Skywalker, jeune chevalier Jedi pris entre deux feux, hésite sur la conduite à tenir. Séduit par la promesse d'un pouvoir sans précédent, tenté par le côté obscur de la Force, il prête allégeance au maléfique Dark Sidious et devient Dark Vador. La mise en scène, la direction d'acteur enfin améliorée, même si... Anakin, j'ai jamais été aussi malheureuse. Les combats, le final, la musique, le côté épique, c'est pour cela que j'aime Star Wars. Je n'ai pas honte du fait que je trouve l'épisode 3 comme le meilleur. J'aime l'idée d'un homme sombrant tellement loin qui détruira tout ce qu'il a construit. J'aime l'idée aussi de montrer cette république défaillante, sombrée dans le totalitarisme, où l'on fait comprendre que la seule façon qu'a le mal de triompher, c'est l'inaction d'hommes de bien. J'aime l'idée de montrer le génocide. En avant!
comment va-t-on faire pour repousser tous ces clones? Qui rappelle nos heures les plus sombres de notre histoire. Ce qui ne va pas, c'est surtout une scène, le moment où les Jedi veulent arrêter Palpatine. Cette scène a toujours fait tâche et les Jedi se font tuer de façon vraiment ridicule, sans combattre, et ça paraît vraiment étonnant. Bien évidemment, je sais que l'acteur Ian McDiarmid ne pouvait pas combattre de façon spectaculaire, mais tout de même ça manque de chorégraphie. En résumé, cette prélogie n'est pas sans défaut mais reste cohérente. Même s'il existe certaines erreurs scénaristiques, cela se tient sur l'ensemble, et cela reste explicable sur les 6 épisodes. L'effet miroir de la trilogie originale est une bonne idée. Les épisodes se répondent scénaristiquement, mais comme la prélogie se base sur les enjeux différents, nous n'avons pas l'impression de redite. La trilogie rebasculera dans le côté clair et la prélogie dans le côté obscur. Par la suite, vous connaissez l'histoire, Lucasfilm est racheté par Disney pour 4,5 milliards de dollars et l'annonce d'une nouvelle trilogie. Le réveil de la Force sera l'épisode 7 et sort en 2015. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.